Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les acteurs de la société civile guinéenne s'activent pour la pérennisation des centres d'éducation civique et électorale. C'est dans cette vision qu'un atelier national de capitalisation et de validation du dit document a été initié ce vendredi à Conakry. L'initiative est du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry avec un appui des partenaires techniques et financiers. Les détails avec Omar Sow. Cet atelier de réflexion sur la pérennisation des CC s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation et d'information relative aux élections locales. Il concerne les 12 centres d'éducation civique et électorale et les 26 relais que compte la Guinée. Une manière pour le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry d'œuvrer pour le renforcement de la démocratie et du respect des droits des citoyens dans le pays. L'importance de cet atelier est de permettre une fois encore aux acteurs partenaires, autorités, CENI, institutions de la République et organisations de la société civile de réfléchir sur la capitalisation de ces résultats issus des réflexions au niveau des régions afin de sortir un document d'orientation qui permet de pérenniser les centres au plus près des citoyens dans le cadre des questions du civisme et de l'élection. Pour le porte-parole des membres des organisations de la société civile guinéenne, ce séminaire de 24 heures va permettre d'obtenir des outils nécessaires pour la pérennisation des CC. Il est d'ailleurs le fruit des travaux menés à l'intérieur du pays. Les 7 régions s'étaient retrouvées en ateliers régionaux et nous avons dégagé les voies et moyens à obtenir afin de permettre au CECE d'être périn et d'être continuellement valable et opérationnel dans le pays pour l'intérêt de nos communautés. Un travail rendu possible grâce à l'effort des partenaires techniques et financiers qui ne manquent pas de mots pour justifier les raisons de leur accompagnement. L'une des exigences de ce financement était de réfléchir sur un programme de consolidation des acquis des centres d'éducation civique. Et je pense que c'est ce travail qui nous réunit ce matin ici pour pouvoir réfléchir à ce que les centres continuent à être permanents avec ou sans financement. Une volonté des acteurs de la société civile guinéenne saluée par le directeur national de l'éducation civique. Pour Fasseli de Mara, cette action du CROSC de Conakry s'inscrit dans la même logique de la politique de l'État guinéen en matière d'éducation civique. C'est ça notre devoir régalien. Accompagner toutes les initiatives allant dans le sens à créer un climat de paix et de sérénité sur tout le plan. Ce n'est pas seulement sur le plan électoral qui, je le connais, est un aspect important, mais c'est sur tout le plan. Un projet d'ailleurs qui intervient au moment où la Guinée s'apprête à amorcer une nouvelle aventure électorale. Médiateurs et les médias au service de la défense des droits des citoyens, c'est la toile de fond d'une formation de renforcement de capacité des journalistes qui a démarré ce vendredi à Conakry. Cette initiative du médiateur de la République vise à créer une relation suivie avec les médias en vue de permettre une meilleure connaissance de l'institution pour la défense du droit des citoyens. Saloum Kondé pour nous en dire plus. Depuis sa mise en place en 2010 pour faciliter l'interaction entre l'administration et les populations, l'institution du médiateur de la République n'est pas encore suffisamment connue, révèle un constat. C'est pour inverser cette tendance que cette formation a été initiée à l'endroit des journalistes pour vulgariser les responsabilités et les missions de cette institution. Pensons que la connaissance des institutions du pays participe de la meilleure interprétation des actions des différents acteurs publics de la nation. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important que le médiateur de la République soit bien connu par les médias et nous pensons qu'au bout de cela, les médias, le sachant, vont nous accompagner dans cette tâche importante que le législateur a estimé devoir mettre dans la Constitution pour la défense des droits des citoyens. Cette protection du droit des populations n'est possible que par la voie de saisine, même si l'institution a d'autres prérogatives. Selon le secrétaire général du médiateur de la République, ce recours est gratuit. À l'instar d'autres pays, cette institution de médiateur de la République a été mise en place en vue de régler à l'amiable
un certain nombre de problèmes qu'il peut y avoir entre l'administration et les administrés. Je dois préciser que ce recours est gracieux. Ceux qui viennent, c'est pas comme s'ils allaient au tribunal, donc en passant par l'avocat qu'ils payeraient ou tout ça. Pour toutes les difficultés qu'il y aurait entre l'administration et les citoyens, ce service rendu par le médiateur de la République est un service gratuit. Selon les initiateurs de cet atelier, cette rencontre est une préparation des médias en vue d'élaborer des pistes de réflexion pour faciliter la connaissance de l'institution du médiateur de la République. L'IPED entendait l'initiative pour la prospection économique et le développement durable a échangé ce jeudi 27 avril avec des hommes de médias à Koleya. Il était question de présenter et valider la stratégie de communication de la dite structure. Aïssata Fofana, reportage. Si le constat révèle que le processus de développement a permis à l'économie africaine d'enregistrer en moyenne 5% de croissance ces 10 dernières années, tel n'est pas le cas en Guinée. Après un diagnostic approfondi, des analyses montrent que le pays a une insuffisance dans l'évaluation des politiques publiques et des recours aux outils de recherche pour des prises de décision. C'est pourquoi l'initiative pour la prospective économique et le développement durable IPED propose le think tank, une cellule de réflexion prospective qui, selon ses initiateurs, aidera les populations et acteurs de développement à mieux comprendre les politiques publiques et leur mise en œuvre. On voudrait quand même contribuer à une très bonne compréhension. C'est-à-dire quand vous entendez par exemple, c'est quoi l'évaluation de l'impact, quand vous entendez par exemple l'émergence ou la transformation, donc nous allons organiser des activités qui vont permettre de mieux comprendre, mais surtout de mettre les acteurs ensemble pour discuter, pour qu'il y ait une vision commune et concertée. Ça facilite la mise en œuvre. Et deuxième objectif sur lequel je vais m'appesantir, c'est de proposer des solutions au pouvoir public. Alors pour nous, il est important vraiment de partager des réflexions, des schémas, alors qu'on pourrait proposer aux autorités. Et pour y arriver, elle a ficelé une stratégie de communication qui prend en compte toutes les problématiques identifiées par le plan stratégique de l'IPED. Il ressort vraiment des objectifs, des axes stratégiques, de tout ce qui a été vraiment décliné comme éléments fondamentaux du plan stratégique de l'IPED, qui a des axes et qui a recommandé 4 stratégies, parmi lesquelles il y a la stratégie de communication. Les axes d'intervention opérationnelle, vous les avez ici, c'est les changements de comportement, la mobilisation des acteurs et intervenants, le partenariat et le renforcement institutionnel qui sont des stratégies opérationnelles. Cette réflexion prospective portera sur plusieurs domaines, à savoir ceux de la croissance, la pauvreté, l'emploi, la gouvernance locale, l'économie verte, l'innovation, le changement climatique et l'exploitation des ressources naturelles. Nombreux sont des jeunes Guinéens qui tentent aujourd'hui l'aventure vers d'autres cieux à la recherche du bien-être. Cependant, certains estiment que le bonheur se trouve sous les pieds. Il suffit juste de 6 mètres. C'est le cas de Cheikh Ahmed Kamara. Ce jeune d'une vingtaine d'années a décidé, après ses études, de s'installer dans sa ville natale à Kouroussa en créant une prestation de cyber-informatique. Alcélie Diallo. J'ai fait ce cyber-là pour aider la population de Kouroussa en général, nos jeunes aussi, nos futurs cadres en particulier. C'est de cette façon que Cheikh Ahmed Kamara compte apporter son expertise à la jeunesse de Kouroussa. Avec le peu de moyens à sa disposition, 2 ordinateurs, une photocopieuse et un groupe électrogène, ce jeune homme, ingénieur en traitement de métallurgie, a décidé de monter sa propre entreprise afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont sur le marché d'emploi, qui n'ont pas d'emploi. Et comme j'avais appris l'informatique depuis mes cycles d'études, donc c'est après les études maintenant, j'ai eu l'idée de faire un cyber au lieu de rester assise sans rien faire pour aider les parents. Situé au centre-ville de la préfecture de Kouroussa, dans ce cyber informatique, plusieurs prestations sont mises à la disposition des citoyens. J'ai prévu la formation des jeunes dans le cyber
Actuellement, les services qui sont en place sont les suivants. La saisie impression, la photocopie, la plastification, la photo sur place et aussi la connexion Internet. Cheikh Ahmed Kamara, avec son entreprise qu'il a lancée de ses propres moyens, entend pérenniser ce acquis tout en sollicitant auprès des autorités et des personnes de bonne volonté un accompagnement en vue d'agrandir son entreprise. Parlons sport à présent. L'équipe guinéenne de rugby a livré un match amical ce jeudi face à son adversaire de la Sierra Leone au stade annexe du 28 septembre de Conakry. Les Léonais se sont imposés sur la marque de 11-0. Cette rencontre internationale s'inscrit dans le cadre des recommandations faites par la Fédération internationale de rugby vis-à-vis de ses différentes associations à travers le monde. Les explications avec Moussa Sefa Kamara. L'équipe guinéenne, novice dans cette discipline, à travers sa jeune fédération, se fixe comme objectif le développement du rugby sur toute l'étendue du territoire national. Ce match amical est un bel exemple pour l'institution dirigeante, mais aussi pour les pratiquants de ce sport. L'apprentissage étant toujours difficile, l'équipe de Guinée a vite plié devant les Lions Stars très appliqués dans le match, sur le score de 11 buts contre 0. L'un des initiateurs du rugby dans le pays, en même temps joueur, pense que l'absence de certains cadres a beaucoup pesé dans le match. Mais il compte rectifier le tir pour la manche retour. Il y a beaucoup d'absents aussi aujourd'hui, mais ça nous permet quand même d'évaluer notre niveau, de voir les erreurs qu'on a faites et de progresser sur les prochains matchs. Je garantis que le match retour en Sierra Leone sera différent et on aura mûri sur ce match, on aura pris de l'expérience. Pour le président de la Fédération léonaise de rugby, au-delà de cette victoire, lui prône le fair play et l'union sportive entre ces deux pays frères. Ce genre de rencontres, nous essaierons de les pérenniser entre les deux pays pour que l'amour et la fraternité règnent entre nous. Nous allons un jour inviter l'équipe guinéenne à Freetown pour un match amical. Le ministère des Sports, à travers son secrétaire général, se projette déjà dans le futur pour la dynamisation du rugby dans le pays. C'est une première et je crois que ça va continuer. Et notre mission au niveau du département, c'est d'accompagner et surtout de créer des aires de jeu, des espaces, des infrastructures pour permettre à ces jeunes volontaires guinéens qui s'engagent dans le rugby de démocratiser ce sport et de le mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne. Cette rencontre est le premier match officiel de la Guinée en rugby sur le label d'une fédération reconnue par la structure mère de ce sport. À en croire la présidente de cette discipline, l'équipe guinéenne effectuera un déplacement en Freetown pour le match retour. Ambiance houleuse en Tunisie, la colère gronde sur fond de marasme économique et d'inégalité régionale. Le Premier ministre Youssef Chahed a fait l'expérience de ce mécontentement hier lors d'une visite à Tataouine dans le sud du pays. Regardez. Un centre-ville déserté, marché, banque, commerce fermés, cadenassés, comme l'est la vie économique dans cette région. À 500 km au sud de Tunis, à Tataouine, c'est grève générale. Dans certaines rues, il reste des traces des derniers barrages. Les manifestations n'ont rien donné. Les protestataires ne voient pas d'issue. Ils sont venus le scander devant ce bâtiment officiel. Le chef du gouvernement et quelques-uns de ses ministres sont réunis à l'intérieur. Les habitants les prennent à partie. Ils les accusent de sacrifier la jeunesse du pays. Oui, c'était attendu, mais il faut bien parler à ces gens-là. Bien sûr, ils s'attendent à justement avoir un travail pour tout le monde, bien sûr, dans des établissements pétroliers, ce qui n'est pas possible. Ici, on se sent marginalisé, abandonné. On dénonce le recrutement et la répartition des revenus des entreprises pétrolières. Le Premier ministre est venu annoncer des mesures qui, promettent-ils, vont créer près de 2000 emplois dans la région. Ensuite, il a quitté les lieux sous les huées de la foule. Pourvu qu'il nous trouve une solution, qu'il s'occupe un peu de nous, qu'il nous fasse des projets pour nous faire travailler. Des revendications sociales qui se font entendre un peu partout dans la région au moment même où le dinar connaît une nouvelle baisse historique face à l'euro et au dollar américain.
Pour aider à sauver ce qui reste de la monnaie nationale, des internautes encouragent à consommer tunisien en repérant dans les codes barres nationale 619. On passe à cette délicatesse au Nigeria. Elle a une chair noire et visqueuse renfermée dans une coquille conique plus grosse que le poing. Il s'agit de l'escargot, des escargots géants qui, paraît-il, sont succulents. Leur chair, en plus, permet de faire des bons cosmétiques. Suivez. Une ferme un peu particulière ici à Lagos. Le lieu dit Jardin d'escargots se spécialise, comme son nom l'indique, dans l'élevage de l'escargot géant africain. Une espèce originaire d'Afrique du Sud, mais que l'on trouve aujourd'hui dans presque toutes les régions tropicales et humides du globe. Un mollusque géant donc, lent, visqueux, mais bon pour la santé. En raison de ses vertus étonnantes, en plus de ses avantages nutritionnels, il est élevé et massivement utilisé dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Il a des vertus rajeunissantes pour la peau. Ici donc, on s'est spécialisé dans l'élevage de quelques 20 000 escargots, recherchés donc pour leur chair et leur mucus, source de bienfaits. Un filon commercial qu'ont voulu saisir certains Nigérians qui se les procurent dans ces fermes spécialisées. J'ai commencé à vendre à Lagos et puis j'ai eu beaucoup de demandes des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Hollande. Il y a un marché pour ça. La demande a effectivement connu une croissance rapide ces dernières années. Une embellie qui a conduit cette jeune femme à se reconvertir dans l'exportation du mollusque géant. Mais les investissements restent pour le moment très lourds, 4 000 $ pour elle, et soumis à des règles strictes. Il faut avoir les bonnes personnes pour transporter vos marchandises. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'il leur faut 1 à 2 semaines pour livrer les marchandises qui arrivent pourries. Le chemin sera encore lent pour prospérer, mais la jeune entrepreneuse continue quand même d'y croire. Elle espère même ouvrir une usine ici au Nigeria pour extraire elle-même les riches composants de l'escargot géant africain et ne plus compter sur une série d'intermédiaires. La campagne de l'entre-deux tours se poursuit en France. La candidate de la droite, Marine Le Pen, s'est comparée à David contre Goliath dans un meeting à Nice où beaucoup d'injures ont fusé. Elle appelle à dégager ses adversaires. Suivez. Premier grand meeting de l'entre-deux tours, Nice, avec ici un objectif très clair, récupérer l'électorat de la droite. Dans le département, François Fillon et Marine Le Pen sont arrivés à égalité, un peu plus de 27% chacun. Quand Fillon, 1 minute après avoir perdu, appelle à voter Macron, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, c'est un électrochoc pour l'électorat de Fillon. Moi, j'en connais beaucoup qui ont été vraiment scandalisés et choqués par ses propos. Depuis 3 ans, je suis pour Marine. J'étais à droite, donc Marine est à droite. L'état-major de Marine Le Pen assume vouloir séduire tous azimuts à droite, mais aussi à gauche. Il y a beaucoup d'électeurs orphelins, il y a beaucoup de candidats évidemment du premier tour qui ne sont plus candidats et nous voulons nous adresser à eux dans leur ensemble d'ailleurs, à ces électeurs. D'ailleurs, la candidate commence par reprendre certains mots de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'un de mes adversaires du premier tour a appelé, non sans à propos d'ailleurs, le dégagisme. Ce grand mouvement démocratique qui congédie une classe politique usée et des coalitions artificielles d'intérêts ouvre la voie à la grande recomposition politique que le pays attend. Je dis aux Français, dégagez-les! Et la candidate va jusqu'à citer Jaurès à la tribune. Mais sa cible principale reste Emmanuel Macron. M. Macron est notre antithèse parfaite. Son projet mondialiste, oligarchique, immigrationniste, individualiste et ultra-européiste va à l'exact inverse du nôtre. Nous sommes David contre Goliath. Et c'est avec notre amour pour notre pays, aussi solide que le galet de David, que nous terrasserons la soumission, l'abandon, la capitulation, la trahison que l'on cherche à imposer à notre peuple. À 9 jours du deuxième tour, la position d'outsider a pour l'heure plutôt réussi à Marine Le Pen. Aux États-Unis, Donald Trump aura exercé 100 jours de pouvoir ce samedi.
100 jours quelque peu chaotiques au cours desquels les promesses de campagne n'ont pas abouti pour la plupart, en tout cas pour le moment, sauf une, le retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange transpacifique, le TPP, et c'est aussi ce que le président américain souhaiterait faire avec l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il veut en sortir, mais Justin Trudeau tente de le convaincre d'y rester. Regardez. Du bois canadien taxé à 20% par les États-Unis, Washington évoque une concurrence déloyale. En 23 ans, l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain, n'avait jamais connu cela. Tout le monde trouve le Canada magnifique, et moi aussi. J'aime le Canada. Mais pendant des années, ils ont été plus rusés que nos politiciens, vous le savez. Et le coup de semonce du président pourrait aussi concerner les importations de lait ou d'acier. Donald Trump avait dénoncé le libre-échange durant sa campagne. En le voyant passer aux actes, l'inquiétude du Premier ministre canadien se fait palpable. Une perturbation comme le fait de résilier l'ALENA, même si cela serait théoriquement bénéfique à long terme, serait très douloureux à court et moyen terme. Autre cible, le Mexique, partenaire essentiel pour les États-Unis. Les échanges entre les deux pays s'élèvent à près de 600 milliards de dollars par année. Alors hier, dirigeants mexicains et canadiens lancent un appel en direction de Washington. Ils m'ont appelé et ont dit, plutôt que d'annuler l'ALENA, pourriez-vous s'il vous plaît le renégocier? Je les aime beaucoup. Je respecte beaucoup leur pays. Notre relation est très spéciale. Et j'ai dit, je vais retarder l'annulation. Cherchons un accord équitable. La menace semble pour l'instant porter ses fruits. Un premier test grandeur nature pour le promoteur immobilier devenu président des États-Unis. Ainsi prend fin ce journal réalisé par toute l'équipe d'Africa Today. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.